prise du jour avec Jean-François Faure qui est notre invité. Vous êtes le président fondateur de coffre.com. Merci d'être avec nous. On va voir avec vous l'actualité. Ce matin, le cours de l'or en euros a dépassé brièvement donc son record de septembre 2012 qui était autour des 1380 euros et eh bien on a dépassé les 1390 euros pour un once. C'est donc un nouveau record qui a été atteint sur l'or. Jean-François, de quoi s'agit-il ? Alors souvent ce genre de record on n'en parle pas trop parce que le cours de l'or en once est généralement exprimé en dollars, mais c'est quand même un point important à noter. Tout d'abord parce que le cours en valeur euro ou équivalent n'a jamais été aussi élevé. Donc c'est quelque chose qui marque vraiment les esprits et on le voit aujourd'hui, il y a une vraie appétence ou un retour d'appétence pour l'or que l'on traduit tout simplement aujourd'hui dans les boutiques ou même sur notre plateforme. On voit beaucoup de gens ont envie d'acheter de l'or. Alors on pourrait dire un cours très élevé, c'est peut-être pas le moment de l'acheter, mais peut-être qu'ils sont dans une logique de se dire que c'est peut-être encore le moment de se positionner. Et comment vous l'expliquez ça ? Alors, ce record de prix, il faut d'abord revenir en fait sur comment le prix est fixé. Les bases du prix, que ce soit en dollars ou en euros, bon, il y a déjà un prix plancher. Le prix plancher, c'est tout simplement le coût d'extraction. Aujourd'hui, on est entre 900 et 1000 dollars pour extraire une once d'or. Donc globalement, en ce moment, on ne va pas en dessous. Ça, on l'a tutoyé, mais ça ne s'est pas produit en tout cas. Ensuite, il y a la demande. Et là, la demande, aujourd'hui, c'est à moitié sur les bijoux. Donc, vous voyez, sur un premier semestre, vous avez 2000 tonnes qui sont achetées, il y en a 1000 qui partent pour les bijoux. Et les bijoux, ça va être les bijoux en Inde, les bijoux en Chine, qui vont être les plus gros au Moyen-Orient, qui vont être les plus gros consommateurs. Là encore, c'est très intéressant. Ça veut dire que si le prix, à un moment donné, des bijoux est trop élevé, moins d'achats sur les bijoux, moins de demandes, et donc on se retrouve là aussi à créer une forme de cap plutôt à l'os qui va permettre d'éviter certaines bulles. Ensuite, on a aussi tout simplement très basiquement la demande en barres et en pièces, donc les lingots, les gros lingots, les petites pièces, et là on est à peu près, c'est un quart de la demande. Vous voyez, sur le premier semestre, c'est 500 tonnes. Donc là, malgré tout, on reste encore assez stable, mais c'est le troisième point qui est intéressant, c'est la demande des banques centrales. Et là, ce premier semestre, on était à 400 tonnes, et donc là, on est là aussi sur une forme de record. Donc ça veut dire quoi? C'est que depuis quelques mois, il y a des acteurs, des grands acteurs qui se positionnent sur la demande en demande d'or, et ce sont les banques centrales. Alors c'est ce que j'allais vous demander, qui achète de l'or en 2019? Alors, en 2019, donc voilà, on va être effectivement sur, comme je disais, les fameux particuliers qui achètent les bijoux indirectement, donc qui sont la demande vraiment massive. Mais le point de focus, c'est vraiment les banques centrales. Donc pourquoi ces banques centrales se positionnent-elles en ce moment? Eh bien là, on a les réponses dans l'actualité. Donc on a vu la guerre commerciale qui n'est toujours pas réglée, même après le G7. Entre les États-Unis et la Chine. Exactement. Autre point important, et c'est là que l'on a la majorité des banques justement qui se positionnent, ce sont ces pays qui ne peuvent pas, ou carrément même sont interdits de négoce en dollars, qui eux achètent massivement de l'or pour justement s'en servir soit comme élément sous-jacent peut-être pour renforcer leur monnaie, ou tout simplement comme monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez la Turquie qui achète du pétrole à l'Iran, il est évident qu'elle ne les paye pas en dollars. Quelle est la monnaie qui est utilisée? C'est l'or. Donc vous voyez, l'or, c'est un petit peu comme ce jeton qu'on utilise dans certaines fêtes où la monnaie normale est interdite de peur de se la faire voler, et là on fait circuler une monnaie un petit peu interne. Et bien voilà, l'or est aujourd'hui un peu la monnaie interne. Turquie, Iran, Russie, Chine. Petit focus sur la Chine qui, elle, est un peu obligée petit à petit de se délester de ses bons du trésor américain, qui l'encombre un petit peu. Elle ne peut pas tous les vendre d'un coup pour pas que ça se voit trop, mais pour autant il faut bien qu'elle le compense par quelque chose pour garder un équilibre autour de sa monnaie. Et ben, elle le compense en grande partie par l'or, qu'elle fait aussi acheter par
ses propres citoyens. Et c'est vrai que la Chine, et là je parle plutôt des citoyens, reste un acheteur d'or, donc là sous forme de bijoux, de barres et de pièces, très très important. Alors pourquoi le cours est tellement élevé? Est-ce qu'il faut le lier aussi à l'actualité? Oui, alors voilà, donc là on avait parlé de la guerre commerciale. Après, il y a d'autres points vraiment importants qui ont aussi permis de franchir certains niveaux. Donc je parle par exemple des taux d'intérêt qui sont devenus extrêmement bas, voire même carrément négatifs. Donc quand vous avez, imaginons des taux négatifs dans une banque, alors ça ne touche pas nécessairement aujourd'hui les particuliers français, mais ça touche peut-être certains grands acteurs. Plutôt que de mettre de l'argent qui ne va rien rapporter, pourquoi ne pas acheter de l'or qui peut se positionner peut-être à la hausse dans quelques mois du fait du reste de cette actualité. Donc on reste sur de l'or qui est acheté dans une logique défensive, un peu cette assurance de son patrimoine, quelle que soit sa taille, qu'on soit un particulier ou une grande banque, mais on reste toujours sur ce ressort. Et puis après, il y a tout le reste sur lequel on n'a aucune visibilité. Vous et moi, on n'a toujours pas de visibilité sur le Brexit. Hong Kong n'est toujours pas calmé. Donc, vous voyez, donc c'est un phénomène récent en fait qui date de cette année plutôt. Oui, c'est carrément cette année. Mais on aurait eu l'an dernier ce même style de rencontre. On aurait eu parlé de l'or à ne pas oublier et à acheter de manière régulière parce que on est toujours à même d'avoir un coup dur le lendemain. Vous voyez, là aujourd'hui, le coup dur, on commence à rentrer dedans. Donc ça commence à se voir et ça se traduit par une hausse du cours. Et alors après, de manière très pragmatique et basée un petit peu même sur le modèle de fonctionnement du trading, etc. Le simple fait, par exemple, d'avoir passé, alors là sur le coup, je veux dire en dollars, les 1400 $, qui était une forme de résistance technique, on l'a franchi et aujourd'hui on est à plus de 1500 $. Donc les franchis allègrement, on se retrouve dans une forme maintenant de support. Vous voyez, donc on a cranté le niveau du cours et donc maintenant les cambistes sont sur la logique de trader ce cours au-delà des 1400 $. Vous voyez, ça a été un peu autoréalisateur. Et justement pour clore là-dessus, tout à l'heure je vous parlais un petit peu des sous-jacents du prix de l'or, mais aujourd'hui en fait quelque part le cours de l'or est finalement déterminé non pas par finalement les bijoux, mais en grande partie par cet actif qui est finalement l'actif en or peut-être le moins prégnant en poids, ce sont les ETF. Les ETF qui sont des instruments réplicants du cours de l'or où globalement on achète à peu près une centaine de tonnes tous les 6 mois pour couvrir les ETF, alors que tous les jours il va s'en négocier tous les jours, des centaines de tonnes. Et on est bien d'accord que derrière ce n'est pas du physique, c'est une réplication des échanges qu'il peut y avoir par ailleurs. Donc aujourd'hui, voilà, le cours de l'or est en grande partie fixé par ce qu'on appelle l'or papier, que sont en fait les ETF, les certificats qui sont négociés à Londres, à New York. Et justement concernant ces ETF, est-ce que vous conseillez à l'achat? Alors, les ETF, moi, je peux les conseiller à l'achat, même si nous, sur notre plateforme, on n'en propose pas, parce que c'est pas notre cœur d'activité, on est sur l'or physique. Les ETF sont intéressants pour des gens qui veulent faire des allers-retours dans la journée ou sur des périodes assez courtes et jouer les gains à la virgule. La problématique de l'ETF, c'est que vous êtes lié je dirais, à la solidité de l'intermédiaire qu'il a émis. C'est ce qui s'est passé en 2008. Certaines banques américaines, anglaises avaient fait faillite et malheureusement les ETF qui étaient gérés par ces banques se sont retrouvés eux aussi en défaut. C'est un petit peu dommage quand on achète de l'or de se retrouver en défaut. La raison pour laquelle aujourd'hui les banques centrales n'achètent pas des ETF, elles achètent des barres qu'elles stockent dans leur coffre. Alors vous conseillez quoi aux particuliers? Alors le particulier, je conseille sur le coup de ne pas acheter, alors bon on avait parlé de ne pas acheter des ETF, pas non plus les fameuses barres parce que c'est un peu lourd, elles font 12,5 kg, 411, c'est très très cher. Je vais même pas lui conseiller d'acheter des lingots de 1 kg parce que c'est un peu toujours un peu lourd, un peu cher. La fiscalité n'est pas très bonne, en tout cas en France, c'est-à-dire que vous êtes fiscalisé dès le premier euro et dessus il y a quelque chose qui est absent et qui est vraiment important, c'est l'effet de prime. C'est-à-dire que, et là d'ailleurs on le constate en ce moment, par exemple je prends le cas des Napoléons, les Napoléons sont vendus en ce moment un peu plus cher que la valeur de l'or qu'ils contiennent. Donc vous voyez, si aujourd'hui vous compariez le même poids de Napoléon avec un même poids de lingots, vous rendriez compte à cet instant que les Napoléons valent plus cher que ce même poids en lingots.
Mais ça veut dire qu'il y a quelques mois, justement, l'an dernier, quand on s'intéressait moins à l'or, quand justement les fameux Napoléons étaient vendus à peu près au même prix qu'un lingot, eh bien si vous étiez positionné à ce moment-là, aujourd'hui, et si vous aviez besoin de les revendre, eh bien vous auriez tiré 3-4% en plus. Et là, il y a un effet de prime. Vous voyez. Donc, c'est pas pour autant que je conseille absolument de n'avoir que des Napoléons, parce que là aussi, on a une problématique de fiscalité sur Napoléon. Mais par contre, des pièces style cours légal, donc des pièces qui sont frappées avec un cours légal d'un pays, ou des pièces que l'on qualifie de jetons, donc qui n'ont pas de valeur faciale, mais qui rentrent dans la catégorie des bijoux, elles peuvent être intéressantes pour des raisons de fiscalité, parce que vous avez une franchise à concurrence de 5 000 euros. Merci Jean-François Faure d'avoir été notre invité. Merci pour vos conseils. Restez avec nous, le Live TV Finance continue tout de suite.